Dans une vidéo précédente, nous avions parlé des avancées de .NET 8 Preview 4 qui étaient sorties récemment. Et ici, on va s'atteler à EF Core Preview 4, donc EF Core 8 Preview 4 et ASP.NET Core 8 Preview 4. Donc on va découvrir le panorama de ce qu'il y a de neuf dans cette nouvelle mouture de ces nouveaux frameworks. Reste connecté jusqu'à la fin, je pense que ça va t'intéresser. Salut à toi, très cher développeur .NET. Dans cette vidéo, je vais m'atteler à décrypter les nouveautés de EF Core 8 Preview 4 ainsi que d'ASP.NET Core 8 Preview 4. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, je t'invite à soutenir mon travail si tu aimes ce que je fais en lâchant ton pouce bleu sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Un abonnement n'implique pas forcément des notifications. Au plus j'ai d'abonnés, au plus ma chaîne est mise en avant et donc au plus je vais fournir de contenu. Et tu restes libre, si tu le souhaites bien sûr, d'activer les notifications pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et si jamais tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux te rendre sur ma plateforme HTS Learning. Tu as le lien ici à l'écran et également dans la description de cette vidéo. Tu trouveras tous mes cours en VOD, mais également des articles de blog publiés par moi-même ou par les partenaires avec qui je travaille pour te fournir le plus de contenu de qualité en français autour des techno.net. Et d'avant, je te remercie de ton soutien. On va commencer par parler par EF Core 8 Preview 4, c'est probablement le billet de bloc le plus court des deux. Donc encore une fois, EF Core 8, c'est la mise à jour du framework EF Core, qui est donc l'ORM de Microsoft, permettant d'accéder aux bases de données sans écrire forcément de SQL. Ça reste possible, mais le principe d'un ORM, c'est de faire de l'abstraction. Qu'on soit pour ou contre, dans l'idée, on va présenter ce qu'il y a de nouveau. Il s'agit bien entendu du successeur de EF Core 7, et donc pas de EF anti-framework classique. Et pour l'instant, EF Core 8 target .NET 6, donc le runtime .NET 6, mais quand .NET 8 va sortir, EF Core 8 va targeter .NET 8. Donc ce sera également une LTS en même temps que .NET 8 pour avoir la même logique. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans EF Core 8 Preview 4? On a des améliorations au niveau de la transformation de votre link en requête SQL. Alors, comment est possible cette magie noire? J'en parle dans mon cours sur Link sur ma plateforme, justement, dans le module parce qu'on transforme un eQueryable en SQL à la main. Dès que vous avez fait ce module-là et que vous avez suivi ce module-là, vous ne verrez plus jamais le travail de la team EF du même œil parce que vous allez vous rendre compte de ce que c'est d'analyser une requête Link pour en transformer dans SQL. Mais dans l'idée, qu'est-ce qui se passe? Prenons cet exemple très simple qu'ils ont mis ici, que probablement vous avez déjà fait. Imaginons que vous ayez donc une table qui est un blog et que vous souhaitiez faire une recherche en disant j'ai une série de noms et je voudrais tous les articles de blog où le nom est contenu dans cette collection. Donc ici, on fait une requête inline, il n'y a pas de variable mis en amont, hein, je précise bien. On a donc ici un tableau inline avec deux éléments, bloc 1, bloc 2, et on utilise l'opérateur contains, donc de link, qui va dire je veux que le nom du blog soit contenu dans bloc 1 ou bloc 2. Donc en gros, c'est transformé en SQL en in. Et donc on a cette requête là. Jusque là, en fait, ça semble assez logique, c'est vraiment ce qu'on attendrait comme résultat. Jusque là, il n'y a pas de problème. On a bien une requête in, c'est donc une transformation parfaite comme c'est mis ici, surtout qu'en plus de ça, vu que c'est en inline et tout ça, ce genre de requête dans le moteur SQL d'SQL Server peut être traité de façon intelligente en termes de performance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on sort cette requête inline dans une variable? On pourrait s'attendre en fait à ce que ce soit exactement le même résultat. Donc en fait ici, au lieu d'avoir directement le tableau inline, on en a une variable et on utilise cette variable. Et bien en fait non. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vu que c'est une variable, le moteur EF va le transformer aussi en variable pour la partie SQL. Donc en fait, il va faire ceci avec in@names. Et grosso modo, ça marche bien dans la majorité des cas, mais dans ce cas en particulier, les bases de données ne supportent pas l'expression in avec un paramètre. Donc ça, c'est pas du SQL valide. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire généralement? C'est qu'ils vont transformer cette requête link là, non pas en ça, mais en ceci. Donc où est-ce qu'on va avoir des parameters avec une collection qui est ici, avec un any. Donc là, ici, c'est du PostgreSQL, donc c'est pas forcément la même chose que SQL Server, mais dans l'idée, en gros, c'est qu'on aimerait bien qu'on arrive sur cette transformation-là qui soit optimisée. Donc ça, c'est la transformation qui ressemble à du inline, c'est-à-dire que
maintenant la variable qui est là, au lieu d'être transformée en DB commande avec des paramètres et ainsi de suite, on se retrouve avec une transformation inline. Mais le problème avec ça, c'est que en fonction du contenu de votre tableau, donc là on a deux variables, bloc 1, bloc 2, si on rajoute bloc 3, le in, la clause in du where sera donc différente, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que SQL Server qui cache les SQL et le résultat pour être beaucoup plus performant ne va pas pouvoir le faire vu que ce n'est pas la même requête where. Donc en gros on se retrouve avec un comportement qui diffère en fonction de si on passe par une variable ou pas par une variable, et en fonction du moteur de base de données, plus des pertes éventuelles de performance si on a des valeurs qui changent en fonction du tableau qu'on a là-dedans. Donc c'est une performance qui est négative et qui va donc bien au-delà d'une simple requête. Donc il y a un peu plus d'explications ici pour ceux qui sont passionnés par la partie SQL. Quelle est la solution? On va utiliser OpenJSON. Donc en gros, les informations qui sont maintenant passées en paramètres ici vont être utilisées avec OpenJSON. Dans l'idée, c'est que on a donc une collection en JSON qui est fournie ici en tant que paramètre, donc une seule chaîne, et avec OpenJSON, on va pouvoir aller extraire les valeurs qu'il y a dans chacun des éléments pour en faire l'équivalent d'une plus ou moins d'une jointure, mais ici c'est un where exist. Donc on va aller sélectionner les informations en extrayant les informations en JSON. Donc le SQL est totalement différent de ce qu'on a vu précédemment parce qu'en fait on n'a plus de in qui donc va faire en sorte que la requête sera modifiée à chaque fois que vous avez un paramètre supplémentaire dans votre tableau, et donc que le SQL change à chaque fois que votre tableau change, qui est généralement le cas parce que c'est des requêtes dynamiques, et donc que les moteurs ne peuvent pas faire un cache de ce SQL et de ses valeurs, ou du moins que si c'est caché, ce soit substitué. Ici, on va passer par une requête SQL qui ne bougera pas, donc celle-ci, qui sera donc mise en cache y compris son moteur d'exécution, et il y aura simplement cette partie-là qui, elle, va varier en fonction du paramètre. Donc, en gros, si on utilise OpenJSON aujourd'hui et qu'on fait un select star from OpenJSON avec une chaîne de caractères comme ceci, on aura ce résultat-là qui sera fourni en résultat de l'exécution de la requête. On aura la clé, la valeur et le type qui seront donc envoyés comme ceci. Donc, dans l'idée, c'est que ils vont convertir nos paramètres qui sont avec du contains en OpenJSON pour l'envoyer vers la base pour permettre d'avoir la performance du moteur SQL. Alors, attention, ce sont les premières expérimentations en termes de performance. Ils sont toujours en train de regarder pour optimiser encore plus ceci. On est juste sur la première version de cette feature, donc à mon avis, ça va continuer à être amélioré pour supporter d'autres scénarios et faire en sorte que OpenJSON soit là pour faire en sorte que les requêtes soient cachées. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, ça a l'air bien sympa, mais qu'est-ce qui se passe par rapport au parce que là c'est très orienté SQL Server, parce que OpenJSON c'est pour SQL Server. Alors je ne suis pas un spécialiste de PostgreSQL, mais probablement que ça devrait PostgreSQL se gère comme ceci. Donc ici on a quelque chose de particulier avec l'opérateur any en Postgres qui nécessite probablement pas d'OpenJSON. Donc on a une amélioration qui est vraiment destinée ici à SQL Server. Je ne sais même pas s'il parle de SQLite, mais dans l'idée, depuis quand c'est supporté en SQL Server? Eh bien, c'est depuis la version 2016. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que pour ceux qui utilisent EF Core avec une version antérieure à SQL Server 2016, on va devoir définir ici, dans la configuration de notre DB Context, le Compatibility Level. Donc le Compatibility Level, en fait, c'est le niveau maximum de compatibilité dans lequel les requêtes SQL sont générées. Là, on a quelque chose qui n'existe que depuis SQL Server 2016, donc si on ne fait rien, ça ne marchera pas en SQL Server inférieur à 2016. Donc il faut qu'on aille spécifiquement dans notre DB Context utiliser ce flag en fait avec 120 qui est donc le SQL Server Compatibility Level. Donc si vous ouvrez ce lien là, vous allez avoir ici toutes les valeurs de compatibilité prises en charge en fonction de votre version de SQL Server qui est donc définie ici. Donc il faudra que vous choisissiez la bonne valeur dans cette liste-ci pour avoir la fonction. Et si vous n'avez pas le support d'OpenJSON, on va retomber sur la query qu'on avait au début, qui n'est donc pas forcément optimisée, mais qui, à défaut de ne pas être optimisée, fonctionne dans ces versions de SQL Server qui ne supportent pas OpenJSON. Donc, il s'agit là d'une optimisation en termes, encore une fois, de performance, ce qui, de base, est fait par EF, devrait donc être totalement transparent pour votre code, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, sauf si vous utilisez une vieille version de SQL Server. Donc, en gros, vos
éléments qui sont maintenant inline comme ceci ne seront plus passés dans le in directement comme ceci, mais transformés en OpenJSON, passés donc en paramètres ici, ce qui veut dire qu'on a des requêtes qui sont paramétrées et donc mises en cache par le moteur SQL Server pour être plus performantes. Ensuite, la possibilité de faire des queries sur les colonnes de type collection. En gros, qu'est-ce qui se passe? Bien, SQL Server et SQLite de base ne supportent pas des colonnes qui contiennent des collections à la base. C'est pas prévu pour. J'ai été assez surpris moi-même de découvrir que c'est prévu pour, par exemple, en Postgres. En Postgres, on peut avoir une colonne qui représente une collection dans laquelle on va pouvoir ajouter des éléments et aller faire des requêtes dessus. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que si on décide de stocker, par exemple, ici dans un blog, une collection de chaînes de caractères sous forme de tag, on va les avoir mappés en tant que nvarchar max, ce qui veut dire que ici, on va les ajouter en tant que JSON array. Donc ça, c'est EF qui va faire le travail pour vous, qui va faire en sorte que ce champ-là soit transformé en JSON pour être stocké là-dedans. Et donc, dans l'idée maintenant, c'est que si on fait une recherche comme ceci dans une colonne qui est de type collection, on va de nouveau profiter de OpenJSON, donc la valeur qui est là va être passée ici, donc on va avoir le même fonctionnement qu'avec OpenJSON, et donc ça permet également de faire des choses qui sont un peu plus avancées, comme ici par exemple un intersect qui va proposer ce genre de requêtes un peu plus complexes pour aller faire des recherches dans une colonne de type collection. Donc là on a un peu plus d'informations sur comment ça fonctionne, et in fine, en gros, c'est qu'on va avoir des colonnes qui représentent des collections qui vont être basées en JSON. Alors, ils se veulent être prévoyants. Faites attention à la performance de ce genre de colonne, parce qu'en gros, vous voulez stocker toute une collection dans une colonne. C'est plus une approche documentaire qu'une approche relationnelle. En relationnel, on ferait une table dédiée où chaque élément a sa propre ligne et avec des jointures vers la table initiale. Ici, vu qu'on est sur une collection dans une colonne, on a la possibilité de le faire, mais il faut être vigilant sur les performances de recherche dans une telle colonne qui est de type nvarchar max. Et comme je l'ai dit précédemment et qu'ils l'ont dit apparemment dans le billet de blog aussi, PostgreSQL supporte nativement les colonnes qui contiennent un tableau, donc il n'y a pas besoin de JSON dedans, c'est natif en Postgres. Donc c'est quelque chose qui peut être utile si vous souhaitez vraiment stocker une collection d'une colonne. J'aurais tendance à ne pas le recommander pour une simple et bonne raison, c'est que si vous êtes en relationnel, eh bien il faut garder la logique relationnelle, mais si vous avez vraiment pas le choix ou que ça a été fait comme ça et que vous êtes en Postgres et que vous voulez basculer en SQL Server, vous avez maintenant un support que EF va faire à votre place. Ensuite, pour terminer, le inline collection, donc ça c'est celui qu'on avait fait ici avec le contains, donc ça c'était la requête qu'on avait fait, qu'ils avaient montré tout au début, donc avec une création de variable inline qui n'existait donc pas en dehors de la requête. Et ici, en gros, ils vont faire un peu plus de challenge, parce qu'ils font une collection inline, avec un any et ils utilisent directement EF function like, donc on voit que ça crée quand même pas mal de SQL pour supporter ce genre d'opérateur, encore une fois, avec la notion de OpenJSON qui a donc été créée ici pour l'occasion par rapport à cette collection inline qui se retrouve donc ici. Donc dans l'idée, c'est qu'ils veulent être le plus flexible possible pour la performance, pour faire des requêtes avec des collections inline et en paramètres pour optimiser encore une fois l'exécution en termes de moteur SQL. Ils préviennent ici que pour l'instant c'est en cours de travail, qu'il y a des choses qui ne sont pas encore supportées et qui sont toujours en train de regarder, comme ils l'ont dit plus haut, pour faire en sorte que ce soit le plus optimisé. Mais en gros, c'est la grosse nouveauté, c'est que ce support de la collection pour SQL Server et SQLite, sachant que Postgres l'avait déjà, arrive, où est-ce qu'on va se reposer massivement sur les features JSON des moteurs SQL pour avoir des scénarios d'usage un peu plus avancés et un peu plus performants directement gérés par EF. Et c'est grosso modo tout ce qu'il y a dans cette nouvelle version. C'est, malgré que ça ne semble être pas beaucoup, quand même de grosses avancées en termes de performance et surtout de grosses avancées en termes de code et de complexité pour faire en sorte que le SQL généré soit le plus performant possible par rapport à vos requêtes link. C'est souvent ce qui est reproché à EF, c'est que le link qui est assez facile à écrire va générer du SQL qui n'est pas très propre et pas très performant. Donc là, ils sont en train de s'attaquer à ce sujet de fond pour faire en sorte que votre link soit plus performant en termes de SQL. Bref, moi qui utilise EF avec du SQL Server, c'est des choses sur lesquelles je suis assez content que ce soit fait sans que je n'ai besoin de m'en préoccuper. Maintenant, ASP.NET Core en .NET 8 Preview 4, c'est probablement là qu'il y a le plus de choses à dire. Comme d'habitude, chaque fois que Daniel Ross écrit un article de blog, il nous spoil déjà ici sur tout le contenu. Donc on va descendre un petit peu, on va vite parcourir ce qu'il y a dedans.
Au niveau de Blazor, mon petit chouchou, alors on a le streaming rendering qui va être mis en place avec Blazor. Qu'est-ce que c'est que le streaming rendering? Eh bien, il ne faut pas oublier une chose, c'est que en gros, ça ressemble vraiment à ce qu'on pourrait faire avec du Blazor Server. Mais comment fonctionne Blazor Server? Petit rappel. Blazor Server, vous allez avoir sur votre serveur une application ASP.NET classique et sur le client, il y aura un petit script JavaScript qui va ouvrir un pont SignalR, donc WebSocket, pour faire en sorte que les interactions qui se passent dans le navigateur soient envoyées sur le pont WebSocket et les manipulations et tout ce qui doit être altéré dans le DOM ou toutes les modifications qui doivent être faites vont être également envoyées par ce pont WebSocket pour mettre à jour côté client par le biais de JavaScript. Sauf que vu que c'est du WebSocket et que c'est évalué en live, typiquement, les moteurs de recherche qui vont parcourir votre page ne vont pas aller exécuter les interactions comme un utilisateur. Google et consorts deviennent de plus en plus performants dans l'évaluation des pages dynamiques, mais ils veulent quand même limiter la chose pour que ce soit le plus rapide possible en termes d'indexation. Et pour être franc, on les comprend. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de server-side rendering, ce qui veut dire qu'en fait, le serveur va envoyer du HTML fini directement côté client sans qu'il y ait besoin d'avoir un pont WebSocket. Donc dans l'idée, avec le stream rendering, vous allez avoir ici la récupération des données météorologiques qui va se faire en deux temps. Tout d'abord, le temps que ça charge, on aura le loading et après on aura le tableau des informations météorologiques. Mais ça ressemble à du Blazor à s'y méprendre qu'on a totalement l'habitude, sauf qu'on est sur du server-side rendering, ce qui veut dire que quand on arrive sur la page, on a ce bloc loading, et quand les données sont récupérées, on aura tout le bloc qui est là, et le tout sans WebSocket. Donc dans l'idée, c'est que vous allez avoir les informations qui vont mettre à jour votre DOM sans qu'il y ait WebSocket. Si on regarde l'animation, en fait, ça ressemble à s'y méprendre à du serveur, parce que vous avez le loading et puis les températures, mais la grosse différence, c'est que ça, c'est fait côté serveur. Donc en gros, il n'y a plus de communication par le biais WebSocket, tout est fait côté serveur pour que ça mette à jour ça en HTML purement statique, ce qui veut dire que les moteurs d'indexation qui vont passer sur la page vont voir votre partie loading et n'auront pas directement les informations, et donc ils vont pouvoir indexer les éléments importants sur cette page qui sera rendue de façon statique sans avoir besoin d'évaluer et d'attendre les choses. Donc on avance sur la partie server-side rendering. Le but, encore une fois, c'est d'avoir du Blazor Server sans le pont WebSocket, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, on va avoir la possibilité de gérer les posts avec le server-side rendering, ce qui veut dire qu'en gros, on va devoir utiliser un élément de type Cascading Model Binder qui va nous permettre de définir des edit forms. Alors ça, c'est du Blazor. Encore une fois, pareil, j'ai un cours dédié à Blazor si vous souhaitez aller plus loin sur la question. Mais en gros, ça va vous permettre de faire un post. Donc vu qu'on a ici le Cascade Model Binder qui englobe tout le body, donc toute notre application, on va pouvoir faire un post. Donc ici, le handle submit, on va passer ici dans cette méthode-là en cliquant sur le bouton submit. Alors ça semble être totalement bateau, hein, on est d'accord, franchement, en vrai, on est en train de se poser la question, mais quand ça se fait que c'est si compliqué. Sauf qu'ici, on est purement en Blazor, ce qui veut dire qu'en fait, si on écrit du code Blazor qui s'exécute comme si ça s'exécutait nativement dans le navigateur, et donc quand on fait un post, on va exécuter du C# qui va être exécuté côté serveur et qui fait ça de façon statique avec du HTML statique, si je peux dire ça comme ça, sans qu'il y ait de pont WebSocket ou de WebAssembly qui soit géré dedans. Donc en fait, on s'approche d'un modèle où pour créer une application web en ASP.NET, on n'a plus besoin que d'un seul framework, Blazor. ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Razor Page sont là et vont rester là pour un très long moment par rapport à leur support, mais avec ces avancées-là et le Blazor Server-Side Rendering, on va arriver à un modèle en .NET 8, peut-être même .NET 10 parce qu'il y a encore des choses à améliorer, où est-ce qu'en fait on aura la possibilité de coder une application Blazor qui s'exécute comme une application statique et tout le dynamisme va être géré directement en C# sans qu'on ait besoin d'écrire de JavaScript, mais le tout sera statiquement rendu par le serveur sans qu'on ait de problématique de mise en place d'un runtime WebAssembly ou d'un pont WebSocket en Blazor Server, donc des applications web dynamiques rendues statiquement. Ensuite, nouveauté dans le routing, la possibilité de faire du client-side routing vers un élément nommé en Blazor avec la partie ID. Je pense que vous connaissez ce genre de choses. Quand vous cliquez sur un lien, par exemple, ça fait descendre le scroll sur un élément en particulier qui a un ID en particulier. Donc là, en rajoutant ça dans la partie routing de Blazor, vous allez pouvoir l'avoir ici directement, soit dans l'URL avec le dièse, mon ID, soit avec un lien ici qui vous renvoie et qui fait scroller donc la page. Assez appréciable parce qu'avant c'était en JavaScript. On a maintenant un support plus officiel
pour WebAssembly du standard WebSeal. Donc je rappelle rapidement ce que c'est que on a des problématiques dans les infrastructures au niveau sécurité de télécharger des DLL dans le navigateur. Les pare-feux peuvent les bloquer en pensant que ce sont des fichiers malveillants. Donc pour éviter d'avoir un filtre qui se base sur des fichiers .dll qui sont souvent considérés comme malveillants dans le cas présent parce qu'ils sont téléchargés directement en .dll, on a un format qui s'appelle WebSeal qui va donc créer, au lieu des fichiers .dll, créer des fichiers .webseal qui vont être téléchargés et qui sont donc utilisables pour le web et qui représente exactement la même chose que votre DLL, mais avec un format qui sera mieux géré par les pare-feux. Donc sur la partie Blazor, franchement, c'est super excitant ce qui se passe sur la partie server-side rendering. Alors attention, server-side rendering, on l'a vu, hein, on commence à peine à avoir les postes de formulaire, donc l'interactivité n'y est pas encore du tout. Par exemple, quand on clique sur le bouton et qu'on va exécuter du C# pour incrémenter un compteur, ça n'y est même pas encore en server-side rendering. Donc ce genre de choses nécessite forcément encore du travail, pas mal des équipes de Microsoft. Donc on va suivre ça de très près, mais pour l'instant c'est pas encore production ready du tout. Donc si vous faites du Blazor, il faut encore choisir WebAssembly ou serveur pour la partie web afin d'avoir une application Blazor totalement fonctionnelle. Maintenant, on a des améliorations sur la partie API, notamment Minimal APIs. Et oui, j'en avais parlé dans mon cours que j'ai fait sur les API en .NET. Microsoft met énormément d'efforts dans la partie Minimal API. La ASP.NET Web API classique MVC et continue à être maintenue. Mais pour faire des API, on recommande maintenant de passer par Minimal API. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait tout mon cours quasiment exclusivement sur les Minimal API, parce que le retard est en train d'être rattrapé et que c'est beaucoup plus rapide d'écrire des API en Minimal API. Donc on va avoir le support des éléments qui viennent depuis les formes sans avoir besoin d'avoir le from-form attribute. En gros, à titre perso, je recommande tout le temps de mettre les attributs pour aider le framework et le runtime à choisir, à mettre les bonnes valeurs dans les bons paramètres sans qu'ils se posent trop de questions. Maintenant, c'est automatiquement déduit pour le eForm Collection, le eForm File et le eForm File Collection. Dès qu'on a un paramètre de type eForm File, on a directement le from-form qui est déduit. Alors vu que moi je le mets tout le temps, ça va rien changer pour moi, mais pour ceux qui aiment bien éviter les attributs et donc que ce soit automatiquement déduit, maintenant ça va être automatiquement déduit par le runtime. Ensuite, ça c'est une nouveauté qui vient avec Visual Studio, on a les points HTTP. Qu'est-ce que c'est? C'est un fichier dans lequel vous allez pouvoir décrire vos requêtes HTTP pour éviter de passer par Postman ou un utilitaire équivalent afin de faire des éléments de test. Donc ici, on déclare une variable qui donc représente le calos 5233 et après on a une requête get avec un header accept, une requête get avec un autre header accept. Vous pouvez personnaliser vos différentes requêtes et ce fichier HTTP est maintenant compris par Visual Studio. Alors je sais que les réfractaires ou ceux qui sont pro Rider vont dire ça fait très longtemps qu'en Rider on l'a. Et je suis tout à fait d'accord, donc il était temps que VS rattrape son retard, mais en gros dans l'idée, pour des requêtes relativement simples, vous allez pouvoir les faire directement depuis votre IDE sans avoir besoin d'installer un Postman ou équivalent. Assez appréciable. Pour ça, et bien sûr, il faut les dernières versions de Visual Studio. Ensuite, nous avons la partie AOT qui, encore une fois, continue d'être amélioré. Je le répète, j'en ai parlé dans une vidéo précédente des previews, le but de Microsoft c'est de passer le maximum d'éléments sur AOT, y compris les applications web, pour qu'elles tournent directement sur du code natif sur les machines, qu'elles soient plus petites et donc plus rapides. Donc en fait, dans l'idée ici, ils ont fait des modifications pour que la partie login et la gestion des exceptions soient gérées de façon automatique avec par exemple une bad request ici, parce que si je fais une requête sur /hello sans donner de nom, donc comme ceci, je vais avoir une erreur en disant que la partie le require parameter name devait être fourni, et donc ça en fait c'est automatiquement logué et traité de façon automatique avec le request delegator generator, ce qui veut dire que en fait cette partie qui se voulait être dynamique n'était donc pas disponible en AOT. En ajoutant cet élément de configuration dans votre CSproj, ça va générer le code nécessaire pour l'AOT, encore une fois c'est très spécifique à l'AOT, pour que ce genre d'erreur remonte au lieu de provoquer tout simplement un plantage, et ça va être pareil ici pour une date qui serait invalide. Donc en gros, permettre de catcher des exceptions directement comme ceci sur une application qui serait compilée en AOT. De la même façon, si vous décidez de passer en native AOT, certains éléments, comme par exemple le Add Controllers, qui lui utilise massivement de la réflexion pour aller découvrir les contrôleurs de votre application, va vous dire qu'en fait, qu'MVC ne supporte actuellement pas l'AOT, et oui, il faudrait faire du source generator pour faire en sorte que les contrôleurs soient ajoutés sans réflexion à votre application pour la partie native AOT, pour qu'on n'ait plus besoin d'avoir ce genre de fonctionnement pour la partie AOT.
toujours sur l'AOT la possibilité de réduire la taille du binaire grâce au Create Slim Builder. En fait, si je remonte un petit peu ici, vous avez les web application.create et donc ici, on va là ici webapplication.createBuilder. Ensuite, on va avoir le Create Slim Builder qui va donc renvoyer un autre type d'élément qui va être un peu plus réduit en termes de capacité et qui surtout va nous permettre d'avoir une taille qui est réduite. Regardez les différences, c'est quand même assez flagrant, ce qui veut dire que par défaut, donc actuellement, on a une taille d'application qui fait 88,5 mégas. Avec Native AOT en Preview 4, on arrive à 9,3 mégas. On parle là d'une application ASP.NET Core, certes très simple, mais qui contient tout le runtime .NET, toute la partie ASP.NET, tout le fonctionnement, et on a un startup time qui est de 32 millisecondes. Donc on a des améliorations depuis la Preview 3 qui baisse de 2 mégas et là de 2 millisecondes. Alors 2 millisecondes c'est pas très perceptible, mais 2 mégas c'est pas quand même pas négligeable quand on fait des déploiements rapides. Donc ici, on a une application ASP.NET Core qui commence à atteindre des degrés de compression et de minification qui sont très intéressants pour ceux qui veulent utiliser directement l'AOT natif. Donc, encore une fois, toujours autour de l'AOT, c'est vraiment là qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place. On a la possibilité de mettre également des workers et de les avoir en fonctionnement avec AOT, avec le --AOT. Alors je le rappelle une chose, c'est que l'AOT c'est dédié à des scénarios d'usage qui sont très spécifiques, qui ne marchent pas pour toutes vos applications ASP.NET et qu'il faut vraiment avoir un besoin pour ça pour le moment. Je ne dis pas que dans les versions futures de .NET, on ait besoin de targeter un scénario très spécifique pour avoir de l'AOT, peut-être que ce sera la norme et que tout sera fait en AOT parce qu'on n'aura plus de runtime just in time, on n'aura plus de compilateur just in time et ainsi de suite. Mais là, pour le moment, c'est vraiment dédié à des scénarios bien spécifiques. Donc il y a beaucoup d'avancées qui sont faites là-dessus. Donc ce Create Slim Builder qui a été introduit en .NET 8 Preview 4 va initialiser tout ce qui est nécessaire pour avoir une application minimum avec une taille minimum. Et en Preview 4, ils ont fait en sorte d'ajouter certains éléments qui n'étaient pas présents dans la Preview 3 et qui sont quand même assez utiles, notamment la gestion des fichiers de configuration app settings. C'est quand même assez important que ça fonctionne. La gestion des user secrets, le log dans la console et la configuration du login. Donc tout ça c'est automatiquement ajouté dedans. Donc ça rejoint ce qu'on avait dit plus haut. Parce que maintenant on a les éléments qui sont directement générés pour la partie AOT. Assez intéressant. Donc on a également le support de ce Type Info Resolver Chain qui arrive automatiquement avec la partie AOT, y compris pour la partie ce qui s'appelle Unspeakable Types. Donc ça, on l'a déjà vu dans la vidéo sur .NET 8 Preview 4. Je passe dessus. Ce point-là, c'est quelque chose sur lequel ils avaient dit qu'ils voulaient simplifier l'authentification et l'autorisation. Et en gros, ils sont en train de travailler à ce qu'on ait des points d'API où est-ce qu'on va pouvoir faire des appels depuis une application Blazor ou une SPA sans avoir besoin de passer par un serveur d'identité. Le schéma de sécurité classique, j'ai ma SPA, Angular, React, Blazor, on s'en fiche, j'ai un serveur d'identité, j'ai une API. Et en fait, si je souhaite depuis mon application SPA, ma Single Page Application, me loguer pour avoir accès à l'API, j'étais redirigé vers le serveur d'identité où j'entrais mes informations d'identité, qui générait tout ce qu'il fallait, qui retournait vers le SPA et qui me donnait un token, et avec ce token, je pouvais contacter l'API. C'est le scénario de sécurité le plus complet, également le plus sécurisé à mon sens, mais ils se sont rendus compte que dans la majorité des cas, c'était overkill pour beaucoup de projets et que ça manquait et que beaucoup de développeurs finissaient par dire dans mon API, je développe des endpoints de /login, /register, /logout, ainsi de suite, pour générer directement les objets d'authentification au niveau de l'API. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont créé une méthode Map Identity API avec le T-User, donc qui se repose sur ASP.NET Core Identity, qui va vous permettre en fait d'exposer des endpoints, register et login, pour que vous puissiez directement, depuis votre SPA, faire des appels d'API pour aller vous loguer et pour vous enregistrer. Pour moi, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant avec les serveurs d'identité, où est-ce qu'on avait du password... je sais plus comment s'appelle le scheme, l'authentification scheme, mais qu'il a été déprécié en tout cas en no-auth. En fait, on envoyait son login et son password au serveur d'identité, il nous renvoyait un token. Ça a été déprécié parce que pas assez sécurisé et trop de sources de failles de sécurité là-dedans. Là, on peut maintenant l'avoir en mode de fonctionnement directement en ASP.NET. Donc en gros, vous allez faire un post sur Identity Register avec votre username et votre password qui va donc vous permettre d'avoir la création de votre utilisateur et après le post sur le login qui va vous renvoyer un access token. Donc au final, ça vous permet d'aller plus vite. Pour moi, c'est pas forcément le meilleur
mode de fonctionnement parce qu'on n'a pas de serveur d'identité dédié, mais je peux comprendre que dans beaucoup de projets, ce soit largement suffisant comme niveau de sécurité, et donc ça permet d'aller plus vite. Encore une fois, le but du framework, c'est de permettre à certaines personnes d'aller un peu plus vite. Donc ici, nous avons la possibilité d'avoir directement ces endpoints qui sont prévus par le framework, sans qu'on ait besoin de se prendre la tête, parce qu'on a juste le Map Identity API qui nous permet donc d'avoir l'interaction avec les Identity API Endpoints pour un user qui se base sur un DB contexte. Donc ce sera totalement transparent en fait. Ici vous allez juste poster un user tel que votre Identity User qui est là, et ça va créer tous les éléments nécessaires, et après avec le login, ça fera tout ce qu'il faut à votre place. C'est une automatisation de quelque chose qui était fait manuellement avant. Je pense que là on est sur une première version, qu'après on aura des points d'extension pour nous permettre d'introduire un mode de fonctionnement personnalisé dans la récupération des informations ou dans la gestion de la sécurité. Est-ce que c'est utile? Je pense que oui, beaucoup vont en avoir besoin. Est-ce que c'est la bonne pratique? Je ne pense pas. Le serveur d'identité pour moi reste la bonne pratique avec le mode d'authentification, avec le système de code qui fait un redirect vers le serveur d'identité. Bon, c'est sûrement très complexe à mettre en place pour des petites équipes, donc ça peut être une première version de faire ça, mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure. Bon, soit, après ça c'est un avis très personnel, quoi qu'il en soit, ce sera bientôt disponible. Nous avons ensuite, parce que la logique derrière .NET 8, c'est d'améliorer tout ce qui a trait à l'autorisation et l'authentification. Ils veulent simplifier ça parce qu'ils ont dit que c'était des fois très complexe. Alors moi je le trouve plutôt bien fichu. Ce que j'espère, c'est qu'en voulant simplifier les choses, ils vont pas enlever certaines choses que je trouve appréciables. Ici, ils ont fait en sorte de simplifier, voire d'améliorer le support pour les stratégies d'autorisation. Donc en fait, avant, on devait implémenter beaucoup d'éléments, notamment pour le Authorize Attribute, le Authorization Policy Provider, ainsi de suite, pour pouvoir mettre en place sa propre stratégie d'autorisation. Généralement, à base de rôle, c'était suffisant, mais soit, si on voulait quelque chose de totalement custom, il fallait le faire par rapport à ça. Donc, ils ont fait en sorte que ce soit largement simplifié. Donc, au lieu d'avoir ici cette implémentation-là, où est-ce qu'on avait l'implémentation du minimum age ici, parce qu'en fait, c'est grosso modo... Moi, je serais passé par un rôle, mais soit, ici, ils veulent faire en sorte qu'on ait un attribut minimum age authorize avec une valeur qui serait donc l'âge minimum de l'utilisateur. Je ne sais même pas comment ils le récupèrent, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, si on voulait avoir cet attribut-là qui filtre les appels sur cet endpoint, qui soit renvoie comme quoi on n'est pas autorisé, ou qui nous permet d'accéder à l'endpoint, il fallait qu'on fasse ces implémentations de tous ces éléments-là. Maintenant, nous avons une interface e-Authorization Requirements Data qui va nous permettre d'implémenter le fonctionnement qu'on avait ici en plusieurs éléments. On va retrouver l'attribut minimum age authorize qui va donc être l'implémentation de l'authorize attribute, donc qui va nous permettre de le définir, et qui va nous permettre ici d'avoir l'implémentation de e-authorization requirement avec e-authorization requirement data. Donc cette interface va nous permettre d'avoir le renvoi d'une collection de e-authorized requirements qui va donc renvoyer ce qui est nécessaire, et donc ici, après, on aura le Authorization Handler pour cet attribut-là qui va nous dire comment est-ce qu'on veut gérer dans cet attribut-là l'information. En gros, ce qui va se passer, c'est que ici, on va aller itérer sur le retour de ces requirements pour aller déterminer avec le handler si on a l'information. Donc ici, vu qu'il se retourne lui-même et qu'on a une propriété âge qui a été définie ici, dans l'idée, c'est qu'on va aller vérifier que le âge qui est là est bien conforme par rapport à ce qu'on attend en termes d'attente. Donc ça simplifie un petit peu la façon de créer ses propres attributs d'autorisation. J'avoue que je n'ai pas souvent recours à ce scénario. Ça peut être appréciable pour ceux qui en ont besoin. À titre perso, je fonctionne quasiment exclusivement avec des rôles, ça me suffit largement, ou des claims, pas besoin de beaucoup plus. Mais si vous avez besoin de faire des vérifications manuelles avec un attribut, vous pouvez passer par cette nouvelle interface, le e-authorization requirement data, qui donc renvoie une liste de e-authorization requirements, et vous allez pouvoir implémenter après autant de classes qui implémentent cette interface-là en fonction de ce que vous avez besoin. Ça renvoie juste certains éléments et vous faites le handler pour aller vérifier. Nous avons ensuite des gestions de métriques qui ont été ajoutées dans le framework ASP.NET Core. Donc ici, qui vont permettre d'aller vérifier les métriques et qui donc va vous permettre de savoir comment se comporte votre site. Ici, on a un exemple avec Grafana parce qu'en fait, tout ça, c'est exposé dans System Diagnostics.metric. Et donc,
les métriques ont été ajoutées pour la partie ASP.NET Core, la partie Kestrel et la partie SignalR. Donc avec cette librairie-là, on va pouvoir exporter des métriques de ASP.NET et donc typiquement les brancher sur un dashboard type Grafana comme ceci pour avoir les informations du nombre de connexions, du nombre de requêtes, de la durée des requêtes, du nombre d'erreurs et ainsi de suite. Donc toutes les métriques vont être exportées. C'est assez intéressant pour ceux qui ne veulent pas utiliser les Application Insights d'Azure et le SDK d'Azure, vu que maintenant les métriques sont exportées nativement et donc on peut les récupérer. Si vous êtes intéressé par ça, je vous renvoie vers le repo de James Newton King de ASP.NET Core Grafana, où est-ce qu'en fait il vous montre comment configurer l'Open Telemetry pour ASP.NET Core de Prometheus, donc il va exporter ça dans Grafana, et comment exporter les métriques qui vous intéressent, surtout que maintenant c'est de base dans ASP.NET. Alors tout ça nécessite bien sûr d'être en .NET 8 Preview 4 minimum, avec ASP.NET Core 8 Preview 4, mais ça vous permet d'avoir des dashboards de reporting de comment se comporte votre site, sans avoir besoin de passer par un Application Insight ou d'autres systèmes de monitoring comme du New Relic qui coûte aussi un rein, donc c'est vachement intéressant. Et ça clôture donc à la fois ce billet de blog et à la fois cette vidéo sur les nouveautés ASP.NET Core Preview 4. Donc on a vu qu'on avait beaucoup de nouveautés dans Blazor par rapport au server-side rendering qui va vraiment changer la donne sur la façon de créer des applications web dans les prochaines versions de .NET. On peut le constater, il y a énormément d'efforts qui est fourni par Microsoft pour la partie AOT dans le but de rendre ce scénario le plus large possible et de faire en sorte qu'on ait le plus d'applications possibles qui tournent en AOT pour profiter des améliorations en termes de taille pour le déploiement rapide, notamment quand on a des applications dockerisées avec du Kubernetes qui sont déployées partout et qu'on veut rapidement en mode DevOps les redéployer. Au plus l'application est petite, au plus on la déploie vite et au plus elle démarre vite, au plus on peut remettre l'application en marche. Et on voit que ASP.NET Core est en train de se simplifier sur la partie authentification pour permettre à certaines personnes qui n'ont pas l'habitude du fonctionnement intrinsèque du moteur d'authentification d'ASP.NET de faire un premier pas dedans, à la fois pour la partie API et à la fois pour la partie autorisation pour créer ses propres contraintes d'autorisation. Et pour finir, l'ouverture des métriques dans la partie standard pour qu'on puisse avoir des tableaux de reporting qui ne se reposent pas sur des produits commerciaux comme New Relic ou encore App Insights. Dans tous les cas, je suis assez excité par ces nouveautés et j'ai hâte qu'ASP.NET Core continue d'avancer, de voir ce qu'il va y avoir dans la Preview 5 et de mettre mes mains sur ASP.NET Core 8 final pour migrer mes applications en ASP.NET Core 8, avec tout ce qu'il y a de nouveau en AF Core également pour OpenJSON qui va largement améliorer les performances de mon SQL sans que je fasse rien vu que j'utilise SQL Server, et ASP.NET Core qui devient assez sympa notamment pour la partie Blazor. Bref, tout ça nous promet de superbes choses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas encore de soutenir mon travail avec ton pouce bleu et tu peux t'abonner à ma chaîne avec ou sans notification, c'est ton choix. Pour plus de contenu autour des techno.NET, rends-toi sur ma plateforme. Tu trouveras toutes mes vidéos de formation et également des articles de blog autour des techno.NET en français de qualité, publiés par moi-même ou par les partenaires avec qui je travaille. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.NET.